Alors, bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être au Maroc déjà et avec vous en particulier. Donc, je vais vous parler de l'imagerie du péricarde. Alors, le péricarde, qui est ce sac fibrocéreux qui enveloppe le cœur et les gros vaisseaux à l'origine et qui a deux fonctions essentielles, on le sait. Une fonction hémodynamique, puisqu'il va prévenir une trop grande dilatation du cœur et équilibrer la relation pression-volume, et une fonction mécanique, puisqu'il va protéger le cœur contre tous les phénomènes infectieux qui pourraient survenir à partir du médiastin. Son exploration est multimodale et son anatomie est importante à connaître, c'est pour ça que je vais en faire un rappel, pour éviter les pièges diagnostiques que connaissent peut-être les radiologues, mais un peu moins les cliniciens. Et je vais parler des principales pathologies, les péricardites aiguës et chroniques, et les pathologies tumorales, et un mot sur les pathologies congénitales. Alors, sur le plan anatomique, un petit rappel, donc le péricarde, il est formé du péricarde séreux, qui est constitué de deux feuillets, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, entre lesquels donc, existe un ultrafiltrat plasmatique, 20 à 30 cc à peu près, qui permet le glissement des deux feuillets entre eux, et le péricarde fibreux, qui double en dehors le feuillet pariétal du péricarde séreux, qui amarre le cœur donc aux structures avoisinantes et au thorax, au sternum, etc. Alors, sur le plan de l'imagerie, je vais commencer par le scanner. Comment se présente le péricarde au scanner? Il se présente sous la forme d'une ligne que vous voyez ici, fine, qui est d'autant mieux visible qu'elle est silhouettée par la graisse médiastinale et épicardique. Donc, plus on a de graisse, et mieux le péricarde sera visible, mais il vaut mieux ne pas avoir trop de graisse, parce que la présence de graisse est corrélée au risque cardiovasculaire, en particulier au risque coronarien et d'insuffisance cardiaque. Donc au même titre que la graisse abdominale, la graisse épicardique n'est pas bonne à avoir quand elle est importante. Donc en termes d'épaisseur, il mesure entre 0,2 et 7 mm au scanner, et il est vraiment bien visible, d'ailleurs mieux visible et mieux mesurable au scanner qu'en IRM. En IRM, il se présente sous la forme d'une ligne hypointense que vous voyez ici, qui est d'autant mieux visible comme au scanner qu'elle est bien silhouettée par la graisse en intersignale, épicardique et médiastinale. On le voit mieux aussi bien au scanner qu'en IRM au contact du ventricule droit. Par contre, au contact du ventricule gauche, il est bien adhérent à la paroi au myocarde levé, donc on le verra moins. Donc il est visible sur les séquences en noir, comme vous le voyez ici, mais également sur les séquences sans blanc, ici en petit axe, que vous le voyez ici, et il mesure entre 1 et 2,7 mm. Alors, sur le plan anatomique, ce qui est important de rappeler, c'est les récessus péricardiques, qui sont des replis du péricarde au niveau de leur ligne de réflexion. Il y a deux sinus, le sinus transverse au sinus de Thale, qui enveloppe l'origine des gros vaisseaux, aorte et artère pulmonaire. Il va séparer le pédicule artériel, qui est l'aorte et l'artère pulmonaire, du pédicule veineux en arrière, qui est formé par les veines pulmonaires et l'oreillette gauche. Et puis, au-dessus et en arrière de l'oreillette gauche, se situe le sinus oblique au cul-de-sac de Haller. Alors, pourquoi est-ce qu'on les rappelle? Je les rappelle. C'est parce qu'ils peuvent prêter à confusion parfois dans les bilans d'extension carcinologique avec parfois des ganglions. Le sinus transverse, il est formé d'un récessus, de plusieurs récessus. Le récessus aortique supérieur que vous voyez ici, il a une forme en lentille biconcave. Là, c'est facile à reconnaître, mais parfois, il peut être à contour convexe et il peut donner le change avec un ganglion dans la loge de Varetti, donc c'est important de le connaître. Sa partie inférieure, là vous la voyez, juste au regard de la naissance des artères coronaires. Et le récessus pulmonaire gauche, il est situé juste en arrière du tronc de l'artère pulmonaire et de l'artère pulmonaire gauche, en avant de la veine pulmonaire. Bon là, vous voyez, j'ai mis une coupe en bas qui montre bien des ganglions dans la loge de Varetti ou latérotrachéale, qui est bien différent de ce récessus aortique, ne serait-ce que par la mesure ou par la densité sur ces deux images. Alors, le sinus oblique au cul-de-sac de Haller, il est situé au-dessus et en arrière de l'oreillette gauche, vous voyez ici. Alors, il est facile à reconnaître quand l'examen est injecté, mais même sans injection, on est capable de le reconnaître. Regardez ici sur ce scanner, vous voyez ici une image qui est un petit peu allongée, qui se raccorde au péricarde, et juste derrière, vous avez un ganglion du groupe 7 ou sous-carinaire à côté de l'œsophage. Donc on est capable de le reconnaître, de ne pas se tromper avec un ganglion sous-carinaire, en particulier dans les bilans d'extension. Alors, parfois on peut avoir des petits récessus, des récessus en regard de la veine pulmonaire inférieure. C'est une image de Catherine Bechelman qu'elle m'a donnée l'année dernière, enfin il y a quelques mois plutôt. C'est une image pas fréquente, mais disons classique, un petit récessus de densité liquidienne juste en regard de la veine pulmonaire inférieure qu'il ne faut pas confondre avec un ganglion du groupe 9 du ligament triangulaire, en particulier dans les bilans d'extension. Là, il y en a
petit ganglion autour de la veine alvéolaire inférieure. Alors ça, c'est pour l'anatomie. Alors comment explorer le péricarde? On commence toujours, bien sûr, par la radiographie du thorax. Donc il faut regarder, voir s'il y a des anomalies qui peuvent attirer l'attention et nous mettre sur la voie d'une pathologie péricardique. L'échographie cardiaque, elle est réalisée de première intention après la radiographie du thorax, mais elle a ses limites. Elle est faite par les cardiologues, mais on peut également s'essayer à la faire aussi quand on suspecte une anomalie péricardique. Le scanner et l'IRM en complément des données de l'échocardiographie. Alors ils ne sont pas concurrentiels, mais plutôt complémentaires. On verra des exemples dans les différentes pathologies et leurs indications figurent sur la mise à jour, enfin les guidelines de l'ESC, de 2015 sur l'exploration de la pathologie péricardique. Le cathétérisme droit, en particulier pour la péricardite chronique constrictive, est de moins en moins réalisé et le PET-scan a une rentabilité faible, sauf pour les bilans d'extension des pathologies tumorales du péricarde. Alors, des images de radiographie standard. Donc, il faut savoir qu'on commence à avoir une augmentation de l'index cardiothoracique quand le volume de l'épanchement péricardique dépasse 300 millilitres. Alors l'aspect classique, c'est celui qu'on connaît, l'aspect de cœur en carafe que vous voyez à gauche. Alors j'avais mis une image de tagine pour remplacer la carafe, mais bon, disons que classiquement c'est la carafe. Là vous voyez une grosse carafe que vous voyez ici. Là, on pourrait se dire c'est peut-être une insuffisance cardiaque, une cardiomégalie, mais regardez, il n'y a pas de redistribution vasculaire vers les sommets, il n'y a pas de signe de dame interstitielle, il n'y a pas d'épanchement pleural, c'est ce qui permet d'évoquer une atteinte plutôt péricardique qu'une cardiomégalie. Et là, au milieu, vous avez l'image de ce patient-là après drainage. Il y a aussi un signe d'atteinte péricardique qui est classique aussi, c'est la rectitude du bord droit et du bord gauche du cœur, qui est un signe d'épanchement péricardique ou d'anomalie péricardique. Alors là, ça peut être difficile de faire la part entre une péricardite ou une cardiomégalie, mais là aussi, parce qu'il y a un épanchement pleural en plus à gauche, il n'est pas bilatéral, il n'y a pas d'atteinte parenchémateuse ou de redistribution vasculaire vers les sommets, mais il s'agissait, comme vous le voyez ici, d'un épanchement péricardique avec un épanchement pleural bilatéral. Et là, vous avez, c'est rare de les voir, des calcifications péricardiques, que vous voyez très bien ici, peut-être post-opératoire sur une péricardite post-opératoire, puisqu'on voit les fils de spermatomie. Donc ça, c'est pour la radiographie du thorax. Pour le scanner, donc le protocole, il est variable, il est fonction de l'étiologie ou de l'indication. La synchronisation cardiaque n'est pas systématique, elle sera faite dans certaines situations, péricardite chronique constrictive ou bilan d'extension, bilan lésionnel d'une tumeur péricardique pour voir les rapports avec les coronaires. Un passage sans injection sera réalisé pour chercher les calcifications et puis après injection, un temps artériel, un temps tardif éventuellement quand on veut voir un épaississement nodulaire du péricarde avec des techniques de réduction de dose bien entendu. Et puis quand on a un tableau dans un contexte de néoplasie, il faudra faire un passage pas seulement dans un contexte de néoplasie, un passage sur l'ensemble du thorax pour chercher des signes associés qui vont nous mettre sur la voie du diagnostic étiologique de cette atteinte péricardique. En IRM, là aussi je ne vais pas m'étendre sur le protocole, les séquences morphologiques en sang noir, pondéré T1, pondéré T2, T2 STIR, par exemple pour chercher un hypersignal inflammatoire, des séquences ciné, petit axe, 4 cavités, qui visualisent bien les épanchements péricardiques de faible abondance, on le verra, et qui permettront d'étudier le retentissement sur la fonction cardiaque, en particulier dans la péricardite chronique constrictive. Et puis, ce qui est intéressant quand on suspecte une péricardite chronique constrictive, c'est les séquences non synchronisées à l'ECG avec manœuvre respiratoire pour bien voir cette anomalie du couplage ventriculaire, donc on verra par la suite. Et ensuite, pour terminer, les séquences de rehaussement après gadolinium, précoce et tardive, avec une étude du myocarde pour faire la part entre une atteinte péricardique ou myocardique. Alors, quand est-ce qu'on étudie le péricarde? Quand est-ce qu'on est amené à étudier le péricarde? Dans de nombreux contextes cliniques, aigus ou chroniques. Donc, j'ai mis des exemples de contextes où on peut être amené à étudier le péricarde. Ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, il faut le regarder sur tous les scanners cardiaques. On a tendance peut-être à passer vite sur l'étude du péricarde, mais il faut le regarder systématiquement, surtout les scanners thoraciques. Alors, quelles sont les pathologies que je vais vous illustrer? Ce sont les péricardites aiguës et chroniques, les tumeurs péricardiques primitives ou secondaires, et les masses non tumorales, les pseudotumeurs, et les pathologies congénitales. Alors, sur le plan sémiologique, c'est assez commun, en fait. On va avoir souvent un épanchement, donc on va apprécier l'abondance.
Donc on va étudier le retentissement sur les cavités cardiaques, donc on va étudier la densité et le signal. On va chercher un épaississement du péricarde, nodulaire ou régulier. On va, s'il y a une masse, faire son bilan d'extension loco-régionale et à distance. Et on va chercher des signes associés pour essayer d'avancer dans le diagnostic. Alors on va commencer par les péricardites. Elles peuvent être aiguës, quand l'évolution date de moins de 3 mois, ou chroniques. Et voilà. Alors, péricardites, alors les plus fréquentes, c'est les péricardites virales. Chez nous, il faut penser à la péricardite tuberculeuse, mais donc vous avez la liste. Elle n'est pas exhaustive des pathologies péricardiques. Pour les péricardites chroniques, donc c'est celles qui évoluent depuis plus de 3 mois. Et donc on va se pencher particulièrement sur la péricardite chronique constrictive, dont l'étiologie reste chez nous la tuberculose, mais qui peut être également idiopathique dans 50% des cas. Alors pour la péricardite aiguë, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un risque de tamponnade, pas toujours, mais il y a un risque de tamponnade et il faut être vigilant et savoir quels sont les éléments qui peuvent donc nous faire suspecter un probable risque de tamponnade. Les récidives sont fréquentes et il y a un risque d'évolution à la constriction péricardique. Le diagnostic positif, il est fait sur l'échographie. Le diagnostic de gravité, il est également fait sur l'échocardiographie. Et puis, sur le scanner, il y a des éléments qui vont nous permettre, des éléments de gravité qu'il faudra écrire sur le compte-rendu pour alerter le clinicien. Donc, en échographie, on va donc quantifier cet épanchement péricardique. Il est dit mineur quand le décollement est inférieur à 1 cm, de moyenne abondance, et c'est corrélé au scanner également en coupe, hein, entre 1 et 2 cm, et il est dit abondant quand l'épaisseur dépasse 2 cm, et c'est généralement un épanchement qui atteint ou qui dépasse 1 litre. La tamponnade péricardique, donc elle va entraîner bien entendu une gêne au remplissage ventriculaire, c'est ce qu'on définit comme une adiastolie, avec une baisse de la fraction d'éjection. Alors le retentissement, il est fonction plus de la rapidité d'installation que de l'abondance, ça on le sait. Le contexte, c'est généralement plutôt des péricardites néoplasiques traumatiques, rarement les péricardites virales. L'échographie va montrer donc un collapsus de l'oreillette droite et du ventricule droit que vous voyez ici, un septum paradoxal, donc un mouvement paradoxal du septum interventriculaire vers le ventricule gauche. L'imagerie en coupe, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait en fait parfois pour mieux localiser l'épanchement quand il est enquisté, quand il n'est pas circonférentiel, et surtout pour chercher un diagnostic étiologique et guider la ponction. Alors, sur le scanner et sur l'imagerie en coupe, les éléments qui doivent attirer l'attention du radiologue, c'est la compression des cavités cardiaques, l'oreillette droite et le ventricule droit, et c'est surtout l'effacement de la graisse sous-épicardique qui témoigne d'une mauvaise tolérance de cet épanchement, le mouvement paradoxal du septum interventriculaire qui témoigne d'une hyperpression dans les cavités droites à cause de la gêne au remplissage de ce ventricule droit, et puis cet aspect que vous avez vu passer de swinging heart, un cœur qui danse littéralement dans la cavité péricardique, et vous allez voir passer l'aspect du septum que vous voyez ici, qui normalement est toujours convexe vers le ventricule droit, que vous allez voir bomber dans le ventricule gauche. On va voir également une dilatation de la veine cave inférieure et de la veine azygos qui témoigne de l'hyperpression en amont donc de l'oreillette droite. Alors, au scanner, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher l'étiologie de cet épanchement péricardique en étudiant d'abord la densité spontanée de l'épanchement. Donc, une densité liquidienne témoigne d'un épanchement transudatif. Non, pas toujours, mais les épanchements transudatifs sont toujours de densité liquidienne. Une densité graisseuse va évoquer un chylopéricarde. Une densité supérieure au liquide va évoquer donc un épanchement, un hémopéricarde ou un épanchement néoplasique. Et on peut avoir également des hémopéricardes. On cherchera également un épaississement et un rehaussement après injection de produits de contraste de ce péricarde. Et enfin, les signes associés qui vont permettre d'évoquer un diagnostic étiologique. Et on va voir quelques exemples. Une dame de 80 ans qui est suivie en pneumologie, qui a une dyspnée récemment aggravée. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Un épanchement péricardique qui est pratiquement circonférentiel. Vous voyez que la graisse sous-épicardique, elle n'est pas collabée. Donc, c'est un épanchement qui apparemment est pour l'instant bien toléré. La densité est à 14 unités à 1 sphincter. On regarde le parenchyme pulmonaire et regardez ce que l'on voit. Des micronodules. Et si on regarde bien, des micronodules de distribution lymphatique. Regardez ici la scissure comme elle est perlée, la scissure également comme elle est perlée ici. Des épaississements septo-nodulaires et une distribution qui prédomine nettement en partie supérieure des poumons. Donc, ça évoque sur le plan parenchymateux une sarcoïdose avec une atteinte péricardique.
Un autre exemple, un homme de 85 ans, HTA, douleur thoracique aiguë. Là, on est dans un contexte aigu. Vous voyez qu'il y a un élargissement de une augmentation de l'index radiothoracique. Ce n'est pas une radiothorax, c'est un topogramme. Vous l'avez remarqué. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? Alors, c'est difficile à voir sur le topogramme. Par contre, même s'il est en position couchée, il y a, il nous semble, un élargissement du médiastin supérieur. Mais bon, on va avancer petit à petit. On va voir la densité du liquide péricardique. On est à 55 unités en suite, donc c'est un hémopéricarde ou autre chose. Quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez l'image, sur la courbe sans injection, l'aorte qui est dilatée, et effectivement cette image de flap sur la courbe sans injection. Et quand on fait bien sûr l'angioscan, on voit bien la dissection aortique qui était compliquée, de l'aorte ascendante qui était compliquée d'un hémopéricarde. Un autre exemple d'un épanchement péricardique avec un rehaussement des feuillets péricardiques dans le cas d'une péricardite infectieuse avec un épanchement pleural bilatéral. Et là, vous avez l'image du tagine ou de la carafe, comme vous voulez, avec l'élargissement de la silhouette cardiaque et la déformation des bords du cœur. Donc, c'était une jeune femme de 23 ans dont la ponction péricardique a montré un liquide lymphocytaire et un examen direct qui était négatif, donc pas de BK à l'examen direct. Et donc, elle a été... Pardon, je ne peux pas avancer avec elle. On lui a fait un scanner donc, pour chercher une étiologie à cet épanchement péricardique. Donc, vous voyez des ganglions dans le médiastin. Alors ça, c'était après le drainage. Donc, on n'a plus d'épanchement, mais on n'arrive pas à dire si c'est un épaississement ou s'il reste un petit peu de liquide. Par contre, quand on regarde le parenchyme pulmonaire, on voit des nodules excavés. C'était une tuberculose pulmonaire et péricardique. Donc, le scanner dans le diagnostic étiologique par la recherche de signes associés est très important. L'évolution vers la péricardite constrictive se voit dans 10% des cas. Un autre contexte, là c'est un homme de 53 ans qui était arrivé donc, dans un contexte aigu avec des douleurs thoraciques et une altération de l'état général. Là on est dans un contexte néoplasique manifestement avec une volumineuse masse qui envahit le médiastin, qui engaine l'aorte, qui pénètre dans le médiastin, qui envahit le péricarde et plus loin, même en dehors du siège de l'envahissement, vous voyez une péricardite néoplasique avec sur l'acquisition tardive une prise de contraste et un épaississement nodulaire du péricarde. C'était un carcinome à petites cellules. Là, on a un pyonomopéricarde post-opératoire chez un patient qui avait été opéré d'un carcinome thymique. Donc, on voit cet épanchement mixte à l'intérieur dans le péricarde et qui va dans les différents récessus qu'on a vu tout à l'heure et qui s'étend d'ailleurs vers les parties molles. Donc, il y avait une extension également vers les parties molles. Et là, vous avez un homme de 47 ans qui avait fait une lobectomie supérieure droite. C'était un adénocarcinome T3N1N0 avec une chimiothérapie adjuvante et ça, il était venu faire son scanner de contrôle à 5 mois. Et est-ce que vous voyez quelque chose sur le topogramme et qui est de bonne qualité? Exactement, donc on voit une clarté aérique qui borde le bord gauche du cœur et qui borde le diaphragme avec un signe du diaphragme continu, très joli. Et vous voyez ici cette loge de lobectomie qui était encore aérique et qui communiquait avec le péricarde. Donc il y avait une fistule péricardique post-opératoire qui a été réparée par le chirurgien, donc une complication très très rare. C'était certainement une lobectomie intrapéricardique, peut-être par envahissement, par extension autour de la veine pulmonaire. Alors, jeune adolescent de 15 ans, tuberculose multifocale. Alors là, je vous pose la question, est-ce qu'on est capable de dire s'il y a un épanchement ou un épaississement? Ce n'est pas vraiment évident, comme vous le voyez ici, un épanchement pleural à droite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Une acquisition tardive, si le malade est sur la table, et sur l'acquisition tardive, on voit bien qu'il y a un épaississement essentiellement, et peut-être une lame d'épanchement à ce niveau-là. Il avait également une atteinte péritonéale liée à sa tuberculose. Alors, épanchement ou épaississement, c'est difficile au scanner, sauf si on a une acquisition tardive pour faire la part des choses. Sinon, c'est à l'IRM qu'on arrive à faire la part des choses. Seuls les épanchements sont en hypersignal sur les séquences sans blanc, d'ailleurs en hypersignal plus important que la graisse qui entoure le péricarde, et ces épanchements seront toujours en hyposignal sur la séquence PSIR. Regardez ici, une IRM, épaississement ou épanchement, un peu compliqué, et quand on fait la séquence sans blanc, vous voyez bien qu'il y a du liquide qui est un petit peu enquisté et qu'il y a un hypersignal plus important que la graisse que vous voyez ici. Donc les séquences sans blanc en ciné sont importantes.
Alors là, je vous ai montré les différents types de signal de l'épanchement péricardique, noir sur les séquences sans noir, blanc sur les séquences sans blanc, c'est le cas ici, et noir sur la séquence PSIR. Alors quand on a un hémopéricarde, là c'est des images que j'ai empruntées à la Société française d'imagerie cardiovasculaire pour vous montrer un hémopéricarde dont le signal va apparaître hétérogène sur toutes les séquences. Bien sûr, ça va être fonction de la date ou de la datation de cet hémopéricarde, mais là il est hétérogène sur toutes les séquences. Et là je vous montre un très joli, enfin, entre guillemets, épanchement péricardique multicloisonné d'une péricardite infectieuse sur des séquences figées de ciné-IRM. Alors là, c'était une jeune femme de 20 ans, douleur thoracique aiguë, élévation des troponines, échographie épanchement de faible abondance. Ce que l'on voit, c'est cet épanchement péricardique sur la séquence petite axe sang blanc, également sur alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, je vais remettre la ciné. Alors ce que vous voyez ici, c'est une séquence de rehaussement tardif ici, qui vous montre une prise de contraste sous-épicardique, d'accord. Là aussi, vous avez une séquence en inversion récupération qui vous montre un rehaussement sous-épicardique. Et là, vous avez la séquence ciné-IRM après injection de gadolinium qui vous montre à la fois l'épanchement et la prise de contraste sous-épicardique. Donc, il s'agissait d'une atteinte péricardique et myocardique, donc une myopéricardite. Alors, autre cas clinique d'une jeune femme de 22 ans, asthme allergique sous traitement. Peut-être que celle-là, je ne vais pas la montrer, c'est celle qui existe dans la clé, mais c'est pas grave. Dyspnée d'effort d'apparition, d'aggravation progressive. Elle était arrivée dans un contexte de Covid avec des douleurs thoraciques et à l'échographie cardiaque, une altération de la FEVG, et donc forcément tout le monde a pensé à une myocardite dans le cadre d'une infection à Covid-19, à SARS-CoV-2. Il y avait un épanchement péricardique à l'échographie cardiaque et on avait fait donc l'IRM à la recherche donc d'une atteinte myocardique. Donc on avait vu l'épanchement comme c'est le cas ici et la prise de contraste que vous voyez ici sous-épicardique qui témoignait d'une atteinte myocarditique, donc une myocardite, mais en plus une prise de contraste sous-endocardique qui était un petit peu gênante donc pour les cardiologues, qui témoignait d'une atteinte de la microcirculation. Et donc le scanner thoracique, pour vous montrer les signes associés, montrait des plages d'hyperdensité envers des polis qui avaient la caractéristique d'être labiles, et tout ça nous donne un diagnostic exactement d'une vascularite, granulomatose de choc estrose ou granulomatose éosinophilique avec polyangéite, avec une atteinte à la fois parenchymateuse pulmonaire et également cardiaque dans le cadre de cette vascularite. Alors, on passe rapidement à la péricardite chronique constrictive. La péricardite chronique constrictive est idiopathique dans 50% des cas, mais chez nous, il faut penser à l'étiologie, à la tuberculose en particulier, mais elle peut être également post-traumatique ou post-opératoire. Elle est définie donc par un épaississement fibreux du sac péricardique qui va engainer et enserrer le muscle cardiaque et qui va empêcher donc le remplissage ou la relaxation diastolique des ventricules, ce qui va perturber donc le remplissage ventriculaire avec une dilatation secondaire des oreillettes. Alors l'épaississement n'est pas synonyme de constriction et on peut avoir une constriction sans épaississement, d'accord, donc c'est important de le savoir. Alors le retentissement fonctionnel va se traduire par une dilatation de la veine cave inférieure puisqu'il y a une hyperpression, une gêne au remplissage des cavités droites. Et puis, ce qui est important, c'est les signes de couplage ventriculaire pathologique. Je rappelle qu'un couplage ventriculaire normal, c'est un septum interventriculaire qui est toujours convexe vers le ventricule droit, parce que la pression dans les cavités gauches est toujours supérieure à la pression dans les cavités droites. Donc, quand il y a une gêne au remplissage des cavités droites à cause de cette gangrène extensible, eh bien, la pression va augmenter. Et quand la pression va augmenter, ce septum va bomber vers les cavités, vers le ventricule gauche. Et là, je vois que je dois presser, mais je vous signale que j'ai dû chercher j'ai quelques minutes de plus. Donc le diagnostic, il est rarement affirmé par la clinique, mais l'imagerie joue un rôle important. On fait de moins en moins, presque pas de cathétérisme droit pour faire le diagnostic de cette péricardite chronique constrictive. On doit répondre aux attentes des chirurgiens, donc un diagnostic précis, la topographie des lésions quand il y a des calcifications péricardiques et l'existence également d'une épicardite ou une inflammation importante de la graisse épicardique qui va gêner le chirurgien quand il va faire une péricardectomie. Donc, en imagerie en cours, comment ça se traduit? Un épaississement péricardique qui peut être localisé en regard des sillons, surtout en regard du ventricule droit. La dilatation des oreillettes, de façon plus importante l'oreillette droite et la veine cave supérieure, l'aspect tubulé du ventricule droit et surtout le défaut d'expansion diastolique des ventricules et cette image de façonnement du septum interventriculaire que l'on verra sur une image d'IRM.
Alors, ce qu'on attend du scanner, c'est de faire un bilan précis du siège et de l'étendue des calcifications péricardiques. Et ce qu'on attend de l'IRM, c'est de prouver que le myocarde est normal pour bien différencier cette péricardite chronique constrictive d'une cardiomyopathie restrictive, qui est le principal diagnostic différentiel. Donc au scanner, voilà ce que l'on voit, ces calcifications qui siègent particulièrement dans le sillon auriculo-ventriculaire, et cet aspect que vous voyez très bien tubulé du ventricule droit. Ici aussi, vous avez une péricardite chronique constrictive avec même une petite collection calcifiée en regard de la paroi latérale du ventricule gauche, et toujours cet aspect tubulé aussi bien du VD et un petit peu du VG, puisqu'il y avait également une collection à ce niveau-là. Donc on peut s'amuser à faire des reconstructions en VR pour bien montrer les calcifications. Et puis, ce qui est important, c'est cette fameuse ciné-IRM en respiration libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous montre bien cet aspect de façonnement du septum interventriculaire qui te traduit l'hyperpression dans les cavités droites. En particulier, vous voyez la séquence en respiration libre, puisque le remplissage ventriculaire droit est le plus important au cours de l'inspiration. Et donc, forcément, l'hyperpression va être majorée au moment de l'inspiration. Alors, diagnostic différentiel cardiomyopathie restrictive, comment on va le faire ? Par le fait que le myocarde est normal, qu'il n'y a pas d'anomalie du rehaussement tardif, donc sur les séquences de rehaussement tardif, et puis donc tous les éléments dont j'ai parlé pour la péricardite chronique constrictive. Il faut que je me presse un petit peu, juste pour vous parler rapidement des autres pathologies péricardiques, en particulier des tumeurs et de la pathologie congénitale. Alors, les tumeurs péricardiques, ce sont les tumeurs secondaires qui sont les plus fréquentes, soit par envahissement loco-régional, soit par des métastases, elles sont plus rares, les métastases. Les tumeurs primitives sont beaucoup plus rares, elles peuvent être bénignes, elles sont encore plus rares, l'hémangiome, le fibrome, le lipome, et les tumeurs malignes sont dominées par le sarcome, mais on a également les lymphomes primitifs du péricarde dans un contexte particulier d'HIV. Et puis on a chez nous le pseudotumeur qui est le kystidatique, qui est également rare. Donc il est le but de l'imagerie, c'est pas forcément d'évoquer un diagnostic histologique, mais de faire un bilan lésionnel loco-régional et à distance précis. Alors certaines tumeurs comme l'hémangiome ou le lipome peuvent avoir un aspect particulier, mais elles sont extrêmement rares. Donc là, je vous montre un exemple de cancer bronchopulmonaire qui envahit le péricarde à ce niveau-là, mais qui s'accompagne, regardez, à distance, de nodules péricardiques qui sont des nodules tumoraux secondaires. Alors ici, vous avez le cas d'une jeune fille de 29 ans, découverte fortuite, je n'ai malheureusement pas retrouvé sa radio, d'une déformation de l'arc inférieur gauche du cœur. Donc à l'échographie qu'on avait faite nous, donc, parce que la qualité n'est pas bonne, comme vous le voyez, il y avait une masse qui était au contact du ventricule gauche. Au scanner, donc on avait fait un coroscanner avec une masse qui comportait des zones hypodenses presque liquidiennes qui se rehaussaient tardivement et progressivement sur la séquence tardive, avec donc un englobement, comme vous voyez ici, de l'artère interventriculaire antérieure. Donc à l'IRM, elle était en hypersignal T2, il y avait un rehaussement progressif, et l'aspect en IRM, l'hypersignal et le rehaussement progressif avaient fait évoquer un hémangiome caverneux qui est très rare dans le cœur et qui était confirmé par la chirurgie. Un autre exemple que vous voyez ici, 38 ans, douleur thoracique récente, vous voyez l'IRM, la ciné qui est déclenchée ici, une masse qui est centrée sur le péricarde mais avec une extension dans le médiastin exopéricardique et endopéricardique, endocavitaire, dans la cavité péricardique. Une masse qui se rehausse un petit peu après injection de produit de contraste. Bon, en passant, il avait une anomalie des arcs aortiques que vous avez certainement dû constater. Alors, ce qui est intéressant de voir chez ce patient, c'est qu'on pourrait se dire c'est peut-être un hémangiome comme la malade précédente, sauf qu'il y a des signes d'agressivité locale et donc ils font peur. Et surtout, quand on regarde ici, il y a un implant au niveau du péricarde viscéral qui témoigne de la nature maligne de cette tumeur qui était en fait un sarcome qu'on avait biopsié par voie transpariétale au scanner. Donc là, vous voyez les images scanographiques avant la biopsie. Sarcome péricardique indifférencié qui avait malheureusement très mal évolué en quelques mois avec des implants pleuraux et des métastases osseuses et hépatiques, donc pour dire que ce sont des tumeurs qui sont très agressives. Donc un exemple qui est tiré de la littérature, un lymphome péricardique chez un patient VIH, donc c'est très rare. Et puis pour terminer avec les tumeurs, vous voyez, un homme de 30 ans, douleur thoracique, dyspnée. Alors ce que l'on voit, ce sont ces images qui sont hypo-intenses en T1, qui sont très hyper-intenses sur les séquences semblantes, qui rappellent du liquide, qui se voient un petit peu, qui intéressent, vous voyez,
le péricarde dans sa totalité, qui s'insinue dans les sinus et dans les récessus, et qui, alors ce que je voulais vous montrer sur la séquence ciné, on voit une image à ce niveau-là qui communique carrément avec une image, un artefact de flux, avec le tronc de l'artère pulmonaire. Donc c'était en fait des kystes hydatiques péricardiques dont l'un était ouvert dans le tronc de l'artère pulmonaire. Donc c'est un patient qui a été opéré, qui a été bien opéré d'ailleurs, puisque il a été opéré en 2021. Il revient en 2023 malheureusement avec une hypertension pulmonaire très importante, ça c'est sa radiographie du thorax. Et quand on regarde le scanner et l'IRM, donc la cavité péricardique a été bien nettoyée, mais ceci, enfin la cavité, enfin le gros kyste ouvert dans le tronc de l'artère pulmonaire n'a pas été enlevé. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit une embolie hydatique, donc la conséquence de cette ouverture dans le tronc de l'artère pulmonaire, de ce kyste hydatique péricardique qui avait envahi donc, le tronc de l'artère pulmonaire. Et voilà, un mot sur la pathologie congénitale pour parler du kyste neuropéricardique, classiquement dans l'angle cardiophénique antérieur droit, qui se manifeste par une déformation de l'arc inférieur droit, parfois une localisation que je viens de voir il y a quelques jours d'ailleurs, un peu plus postérieure. Je ne sais pas si ça ressort, mais ça pouvait se voir ici, ça se voit sous la forme d'un double contour de l'arc inférieur droit, en fait, si on fait vraiment très attention, mais ça c'est sur l'écran ou le négatoscope, on voit pas très bien ici. Donc ça se présente sous la forme de formation kystique à parois très fines, donc rarement en hyper T1, rarement sur l'IRM en hyper T1, donc je vais vous montrer un exemple justement d'un kyste neuropéricardique en hypersignal. Et pour terminer, la génésie du péricarde. Voilà, reste 2 minutes. Mais même pas, je vous rassure. La génésie du péricarde, c'est extrêmement rare, c'est en général asymptomatique et c'est un défect partiel ou total qui est le plus souvent au niveau de la face latérale du cœur, ce qui peut être associé à d'autres anomalies congénitales. Donc elle peut être cette agénésie partielle ou totale. Totale, elle n'est pas compatible généralement avec la vie. Alors en TDM, donc là c'est une image. À gauche, vous avez une petite agénésie en regard de ce qu'on appelle la fenêtre aortopulmonaire et qui montre donc une saillie trop importante du tronc de la plaie qui n'est pas contenue par cette agénésie focale du péricarde. Donc ça donne un aspect un peu de coup de hache de cette fenêtre aortopulmonaire. Et là, vous avez une agénésie de la partie inférieure du péricarde qui va donner, enfin c'est tiré également d'un article, une ascension de la silhouette cardiaque avec un aspect un petit peu de cœur en sabot. Une déformation très importante de l'arc inférieur gauche du cœur. Alors pour terminer, une conclusion sous la forme de message. La connaissance de l'anatomie des récessus péricardiques est essentielle pour ne pas confondre les récessus avec les ganglions, surtout dans les bilans d'extension. Les signes prédictifs de tamponade sur l'imagerie en couple, les penchants péricardiques qui dépassent 2 cm, le collapsus des cavités droites, la dilatation de la veine cave inférieure, donc tout ce qui est en amont de l'oreillette droite, et des veines sus-hépatiques, et le bombement paradoxal du septum interventriculaire avec une compression de la graisse épicardique. Hémopéricarde, pensez à la péricardite néoplasique tuberculeuse et la dissection de l'aorte, mais le contexte est différent, donc on est dans 2 contextes différents. Les signes de constriction péricardique, l'épaississement péricardique, la présence de calcification, le mouvement anormal du septum interventriculaire avec la dilatation biatriale et l'aspect tubulé du VD avec la dilatation de la veine cave inférieure. Et enfin, pour ce qui est tumoral, les métastases péricardiques sont plus fréquentes que les tumeurs primitives, dont la principale est le sarcome. Et voilà, merci.